Mes parents m'ont froidement mis à la porte dès que j'ai annoncé que je n'allais pas suivre une carrière militaire, jusqu'au jour où j'arrive en Porsche devant leur maison et qu'ils ont simplement... Je n'oublierai jamais le regard dans les yeux de mon père ce soir d'avril. Un regard qui portait bien plus que de la déception. Il portait une sentence. Si tu ne suis pas le chemin militaire, tu n'as pas ta place dans cette famille. Les mots sortirent de sa bouche avec la même précision avec laquelle il tirait sur le terrain d'entraînement. Direct. Exact. Fataux. J'avais à peine 17 ans quand ma famille décida que je n'étais plus digne d'en faire partie. Robert et Hélène Martin, 3e génération de militaires décorés, ne pouvaient concevoir un enfant qui préférait les tableaux et les stratégies de marché aux grades et aux hiérarchies. Honte fut le mot que mon père utilisa, le même mot gravé sur la médaille d'honneur accrochée dans le salon, désormais attribuée à moi, comme une marque invisible que je porterai pour toujours. Ma mère, toujours dans l'ombre de ses décisions, détourna simplement le regard pendant que je prenais ce que je pouvais emporter dans un sac à dos usé. « Tu as 1 heure pour sortir », dit mon père en consultant sa montre d'armée, comme si mon expulsion n'était qu'une autre opération minutée dans sa vie faite de précision et de discipline. Cette nuit-là, dormant sur un banc de parc, tandis qu'une fine pluie commençait à tomber, j'ai compris que pour certains, la famille n'est qu'une extension de valeurs inébranlables et non un refuge d'acceptation inconditionnelle. Recroquevillé sous mon maigre manteau, je sentais le froid s'insinuer jusque dans mes os, mais rien n'était aussi glacial que la certitude de l'abandon. Je suis partie de chez moi avec 300 €, un change de vêtements et les larmes séchées sur le visage. À cet instant, je ne savais pas que ce serait la première page d'une histoire bien différente de celle que ma famille avait tracée pour moi depuis ma naissance. Tandis que mes frères et cousins suivaient le chemin militaire prédéterminé, recevant soutien, financement pour leurs études et un réseau de contacts établis, j'étais seule, les mains vides et le cœur lourd. « Tu vas finir par crever dans la misère », lança mon oncle, le colonel Dubois, lors du dernier repas de famille auquel j'assistais. « Des gens comme toi, sans discipline militaire, ne vont pas loin dans ce monde. » Tous rirent, hochant la tête, tandis que j'avalais sèchement mon riz trop cuit et ses paroles amères. Les premiers mois furent les plus difficiles. J'obtins un emploi de serveur dans un restaurant modeste, où l'odeur de friture imprégnait ma seule chemise. Je dormais sur un vieux matelas sur le sol d'une chambre partagée avec 3 autres. Jeunes hommes, dans un quartier où les sirènes de police se faisaient plus fréquentes que le passage du camion poubelle. Pour quelqu'un qui a grandi dans le confort d'une maison de militaire, tu sembles bien t'être adapté à la vie des démunis, commenta Serge, l'un de mes colocataires, en me voyant compter les pièces pour le déjeuner du lendemain. Je souris, sans joie. S'il savait que ce confort avait coûté ma propre individualité, il ne penserait peut-être pas que j'avais tant perdu. Les nuits où je ne parvenais pas à dormir, entre le vacarme des disputes de voisins et des pensées qui ne me laissaient aucun répit, j'ai commencé à élaborer un plan. Si ma famille croyait que j'échouerais sans discipline militaire, je prouverais que je pouvais créer ma propre discipline, forgée dans le feu de la nécessité et assaisonnée de la détermination de celui qui a connu l'abandon. J'économisais chaque centime possible. Je réduisais mes repas, marchais de longues distances pour économiser sur le transport, et pendant mes jours de repos, j'étudiais dans les bibliothèques publiques. J'ai découvert que j'avais une aisance avec les chiffres et une intuition naturelle pour les affaires, des talents que mon père jugeait inférieurs aux valeurs militaires. Après 6 mois comme serveur, j'obtins un poste d'assistant administratif dans une petite entreprise de technologie. Le salaire était meilleur, et surtout, j'avais accès à un ordinateur pendant ma pause déjeuner. Je profitais de chaque minute libre pour apprendre sur les investissements, le marketing digital et le développement d'applications. « Tu as du potentiel », me déclara mon patron après m'avoir surpris en train d'étudier pendant la pause café. « Mais il te faut du focus. » Cela me fit sourire intérieurement. Si une chose que mon éducation militaire m'avait apprise, c'était le focus. Je n'avais fait que rediriger cette aptitude vers quelque chose qui m'intéressait vraiment. En 1 an, j'ai développé une application simple qui aidait les petits restaurants à gérer leur stock et à réduire le gaspillage. Ironique que l'idée ait surgi de mon expérience de serveur, justement le travail que ma famille aurait jugé honteux pour quelqu'un portant notre nom. L'application commença modestement, mais attira rapidement l'attention des investisseurs. Chaque réunion d'affaires ressemblait à un engagement sur le terrain de bataille, sauf que cette fois, je choisissais mes propres stratégies. Chaque victoire
chaque contrat signé, était la preuve silencieuse que j'avais raison de suivre mon propre chemin. Cette entreprise a été fondée avec 300 € et un sac à dos, usé, disais-je lors d'interviews, sans jamais mentionner le fait d'avoir été expulsé de chez moi. Certaines histoires sont trop personnelles pour être partagées, même lorsqu'on devient un entrepreneur à succès. À 25 ans, j'étais déjà propriétaire d'une entreprise évaluée à des millions. Mon application avait évolué en une plateforme complète de gestion d'entreprise, utilisée par des commerces dans tout le pays. Je possédais un appartement élégant dans le meilleur quartier de la ville, une voiture qui n'avait plus besoin d'être stationnée dans des rues suspectes, et surtout, une liberté financière et émotionnelle que bon nombre de mes proches militaires, prisonniers d'une hiérarchie et de salaires fixes, ne connaîtraient à jamais. C'est alors que mon téléphone sonna avec un numéro inconnu. « Fiston ?» La voix hésitante de ma mère résonna à l'autre bout du fil, comme pour tâter le terrain. « Nous avons appris ton succès. Nous sommes fiers. » Je serrai le téléphone avec tant de force que mes doigts blanchirent. 8 ans de silence absolu, et maintenant, soudainement, de la fierté. Je respirais profondément, retenant l'avalanche d'émotions qui menaçait de m'envahir. « Merci pour l'appel, maman », répondis-je avec une calme que je ne ressentais pas. « Mais je suis en pleine réunion importante. Je te rappelle plus tard. » Je raccrochais sans attendre de réponse. La réunion importante était avec moi-même, assis dans mon bureau donnant sur la ville, tentant de comprendre le sens de cet appel. Ce n'était pas un hasard si cela se produisit une semaine après que ma photo fut parue en couverture d'un magazine économique, sous le titre « Le jeune millionnaire qui a révolutionné la gestion d'entreprise ». Une semaine plus tard, je reçus un email formel de mon père. Typique de lui, direct et sans émotion, comme s'il rédigeait un rapport militaire. « Nous souhaiterions t'inviter à un dîner de famille dimanche prochain. Ta présence serait la bienvenue. » Aucune mention des années d'absence, aucun mot d'excuse, juste une convocation, comme si j'étais encore un cadet sous ses ordres. Je répondis avec la même formalité. « Je vous remercie pour l'invitation, mais j'ai des engagements importants. Je propose de reporter au mois prochain, après mon retour d'un voyage d'affaires. » Le voyage était fictif. Mon agenda était étonnamment libre ce week-end-là, mais je sentais le besoin d'affirmer que désormais, c'est moi qui fixais les règles. Lorsque j'acceptais enfin de les rencontrer, je choisis un restaurant neutre, plutôt que la maison où j'avais grandi. J'arrivais délibérément 10 minutes en retard, un petit acte de rébellion contre la ponctualité militaire qui m'avait toujours été imposée. Mes parents me semblaient un plus petits que je ne les avais en mémoire. Mon père, jadis une figure, imposante en uniforme, n'était plus qu'un homme d'âge moyen à la posture rigide et aux cheveux grisonnants. Ma mère, toujours élégante mais réservée, portait de nouvelles rides qui racontaient des années difficiles. « Tu es en bonne forme », commenta mon père, comme s'il inspectait un subordonné. « Le succès te va bien. »« Le succès ne m'est pas tombé dessus, papa », répondis-je avec un sourire poli mais distant. Je l'ai bâti, brique par brique, sans l'aide de personne. L'attention planait sur la table comme un nuage chargé. Nous parlâmes de choses superficielles, la météo, l'actualité, la cuisine du restaurant. Nous évitâmes soigneusement l'éléphant dans la pièce. Les 8 ans de silence, l'expulsion, l'abandon. Ce fut ma mère qui aborda finalement le sujet, après que le serveur eut apporté le café. « Tu nous as manqué, mon fils. La maison semblait vide sans toi. » Je pris une gorgée de ce café amer avant de répondre. « La maison n'est pas restée vide, maman. Vous l'avez vidée en décidant que mes rêves n'y avaient pas leur place. » Mon père racla sa gorge, visiblement mal à l'aise. « Nous avons fait ce que nous pensions être juste à l'époque. Nous voulions que tu aies la discipline nécessaire pour affronter le monde. Et je l'ai, papa. Je l'ai simplement appliquée dans un domaine différent du champ de bataille. On voit ça maintenant, admit-il, avec ce qui ressemblait à un éclat de fierté. Tu as prouvé ta valeur. » Cette phrase me frappa comme un coup de poing. La valeur. Comme si mon existence ne comptait que parce que j'avais réussi financièrement. Comme si je devais prouver quelque chose pour mériter d'appartenir à une famille qui aurait dû m'aimer inconditionnellement. « Je n'ai pas prouvé ma valeur, papa, » répondis-je calmement. « Je n'ai fait que suivre mon chemin. La valeur a toujours été là, même quand vous ne pouviez pas la voir. » Le reste du dîner se déroula dans une tension polie. Je promis de leur rendre visite de temps à autre, sachant au fond que je ne tiendrais probablement pas cette promesse très souvent. En nous séparant sur le parking, mon père m'offrit une poignée de main formelle, tandis que ma mère m'enlaça brièvement,
laissant sur mon épaule la trace humide d'une larme retenue. Les mois suivants, notre relation resta superficielle et distante. Appels occasionnels, messages d'anniversaire, invitations à des dîners, que je déclinais souvent pour des obligations professionnelles. La vérité, c'est que je préférais passer mon temps libre avec ceux qui formaient désormais ma véritable famille, des amis qui m'avaient accueilli quand je n'avais rien, des collègues qui avaient cru en mes idées, des employés qui avaient grandi avec moi depuis le lancement de mon entreprise. Pendant ce temps, mes parents ne manquaient jamais de mentionner mon nom dans leur cercle. Non, notre fils, l'entrepreneur à succès, me confia un vieil ami de la famille rencontré par hasard. Ils parlent de toi comme s'ils avaient soutenu chacun de tes pas. Je ris sans enthousiasme. La mémoire est sélective, n'est-ce pas? À 30 ans, je reçus un appel inattendu de mon frère aîné, le capitaine Daniel Martin, décoré pour bravoure et suivant fidèlement les traces de notre père. Nous ne nous étions pas parlé depuis mon départ de la maison. « Papa est à l'hôpital », dit-il d'une voix tendue. « Il a eu un AVC. Les médecins disent que c'est grave. » J'annulai toutes mes réunions de la journée et me rendis directement à l'hôpital. J'y retrouvai ma mère dans le couloir, semblant plus frêle que jamais. Elle m'attrapa dans ses bras avec une force surprenante pour son petit corps. « Il a demandé de tes nouvelles », murmura-t-elle, avant de perdre connaissance. Je pénétrai dans la chambre où mon père était relié à des machines surveillant chaque battement de son cœur militaire. Sa peau, autrefois hâlée par des heures d'entraînement au soleil, avait maintenant un teint grisâtre. Je m'assis à côté de son lit et, pour la première fois depuis de nombreuses années, pris sa main. « Je suis là, papa », dis-je doucement, ne sachant pas s'il pouvait m'entendre. Je passai les jours suivants à partager mon temps entre l'hôpital et des visioconférences de travail passées dans le couloir. Ma mère et mon frère semblaient étonnés de ma présence constante, comme s'ils s'attendaient à ce que je rende l'abandon par un nouvel abandon. Un après-midi, alors que nous prenions un café dans le petit restaurant de l'hôpital, mon frère aborda enfin le sujet qui flottait entre nous. « Pourquoi es-tu revenu ? Après tout ce qui s'est passé ?» Je regardais le café bon marché dans la gobelet en plastique, si différent du café gourmet que j'avais l'habitude de prendre dans mon bureau. « Parce que certaines choses comptent plus que le passé, Daniel. La famille est compliquée, mais reste la famille. Il est désolé, tu sais, dit-il en détournant le regard. Il n'en a jamais parlé à personne, mais je l'ai entendu le confier à maman une nuit, comme s'il avait commis une erreur avec toi. Je hochai la tête, incapable de faire confiance à ma propre voix pour répondre. Ce n'était pas une demande de pardon. Je n'aurais jamais eu un pardon direct de mon père, mais c'était le plus proche de cela. Une semaine plus tard, mon père se réveilla. Ses premiers jours furent marqués par la confusion et la difficulté de parler, mais progressivement, il retrouva sa lucidité. Lorsque j'entrai dans la chambre après avoir été appelé par une infirmière enthousiaste, il me regarda avec une reconnaissance claire dans les yeux. « Fiston », dit-il, d'une voix rauque par le manque d'usage. Juste ce mot, un mot qui portait 8 ans de distance. « Papa », répondis-je en m'asseyant à côté du lit. « Comment te sens-tu » Il fit un geste vague de la main non reliée à la perfusion, comme un soldat après une bataille perdue. « Cette bataille, tu ne l'as pas perdue, rétorquai-je. Tu es toujours là. » Il acquiesça légèrement, puis prononça quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. « Tu avais raison. » Je plissai les yeux, ne comprenant pas. « De quoi avais-tu raison ?»« De suivre ton propre chemin, » répondit-il laborieusement. « J'ai vu ce que tu as construit, c'est impressionnant. » Un nœud se forma dans ma gorge que j'essayais de dissimuler par une toux étouffée. « Merci, papa. »« Non, » insista-t-il, faisant un effort visible pour articuler ses mots. « C'est moi qui te remercie, pour être revenu, malgré tout, ce que nous avons fait. » Ce n'était pas une demande de pardon complète. Mon père ne pourrait jamais en offrir un, mais c'était une reconnaissance. C'était un commencement. Pendant sa convalescence, je m'approchais davantage de ma famille. Ce n'était pas la réconciliation chaleureuse que j'aurais peut-être secrètement désirée à l'adolescence, mais c'était respectueux et, peu à peu, sincère. Je fis appel au meilleur spécialiste de la rééducation pour mon père. Lorsqu'il fut autorisé à quitter l'hôpital, j'insistai pour payer une infirmière à plein temps, ainsi que des équipements médicaux pour la maison. Ma mère tenta de refuser, prétextant qu'il pouvait se débrouiller, mais je restai ferme. « Laisse-moi faire », lui dis-je. « Pas par obligation, mais parce que je peux et que je veux aider. » Par un après-midi particulièrement éprouvant,
Lorsque mon père eut une rechute et dut brièvement retourner à l'hôpital, ma mère s'effondra en larmes dans le couloir. « Nous ne méritons pas ton aide », sanglota-t-elle. « Pas après ce que nous avons fait. » Je la pris dans mes bras, sentant son corps frêle trembler sous des sanglots refoulés depuis des années. « Je ne fais pas cela pour réclamer ou pour montrer une supériorité, maman. Je le fais parce que j'ai appris que la vie est trop courte pour nourrir des rancœurs. » Elle se détourna et me regarda dans les yeux. « Où as-tu appris à être ainsi ? Ce n'est pas avec nous. Peut-être ai-je appris cela justement à cause de ce que j'ai traversé, » répondis-je honnêtement. Quand on connaît le pire, on apprend à chérir le meilleur. Au fil des mois, nous établîmes une nouvelle dynamique familiale. Ce n'était pas la relation chaleureuse que j'aurais secrètement désirée durant mon adolescence, mais c'était empreint de respect et petit à petit, sincère. Mon père ne reparla plus jamais de la carrière militaire, et je ne mentionnais jamais les années difficiles après mon départ. C'était comme un accord tacite, regarder vers l'avenir, sans ressasser le passé. Un dimanche, presque 2 ans après l'AVC, lors d'un déjeuner chez mes parents, mon père demanda à me montrer quelque chose. D'un pas encore hésitant à cause des séquelles, il me conduisit jusqu'à son bureau. Autrefois un sanctuaire militaire rempli de médailles, de photos en uniforme et de livres sur la stratégie. À ma grande surprise, à l'endroit où trônait jadis une photo de lui recevant une décoration, était désormais encadrée la couverture du magazine, avec ma photo, et le titre relatant mon succès entrepreneurial. « Je l'ai mise le jour de ton départ », dit-il, légèrement embarrassé. Elle a toujours été là. Je ressentis une chaleur indescriptible dans la poitrine. Ce n'était pas exactement un pardon, ni une réconciliation complète, mais quelque chose qui s'en approchait. « Merci, papa », répondis-je simplement. Il hocha la tête, à sa manière militaire pour exprimer une émotion sans vraiment la dévoiler. « Tu as bâti quelque chose de respectable, différent de ce que j'avais imaginé pour toi, mais respectable. » Je souris, conscient que c'était sans doute le plus grand compliment qu'il ait jamais pu me faire. Différents chemins peuvent mener à des lieux dignes, n'est-ce pas ? Il acquiesça, et pendant un instant, il sembla que les murs de cette maison, autrefois oppressants avec leurs attentes rigides, pouvaient enfin accueillir des versions différentes de ce que signifiait avoir de la valeur. Aujourd'hui, à 35 ans, je contemple le chemin parcouru avec une clarté que seul le temps peut offrir. L'expulsion de la maison, qui semblait à l'époque être la fin du monde, fut en réalité le début de ma véritable aventure. La douleur de l'abandon forgea en moi une résilience qu'aucun entraînement militaire n'aurait pu créer. Mon entreprise continue de prospérer, désormais avec des filiales dans 3 pays. Récemment, j'ai lancé une fondation qui aide les jeunes en situation de précarité à développer leurs compétences professionnelles et à suivre leur propre voie, en particulier ceux qui, comme moi, ne rentraient pas dans les moules tracés par d'autres. Je maintiens une relation cordiale avec mes parents, les rendant visite mensuellement et veillant à ce qu'ils ne manquent de rien. Mon père, désormais plus fragile physiquement mais toujours militaire dans sa posture, demande parfois des nouvelles des affaires, tentant d'établir une connexion sur le seul terrain qu'il comprend, le succès. Lors d'une de ces visites, j'ai rencontré mon neveu, fils de mon frère Daniel, caché dans le jardin, pleurant silencieusement. Il n'avait que 12 ans et portait sur ses épaules le fardeau d'être la 4e génération de militaires de la famille. « Je ne veux pas aller dans une école militaire, tonton », avoua-t-il en essuyant rapidement ses larmes, de peur de montrer ce que mon père qualifierait de faiblesse. « Je veux devenir scientifique, étudier les étoiles. » Je regardais cette version plus jeune de moi-même, portant le même fardeau qui avait failli m'écraser, et pris une décision. Je l'emmenai à l'intérieur, directement dans le salon où toute la famille était réunie. « Pierre a quelque chose à dire », annonçai-je en posant ma main sur l'épaule du garçon. Je le sentis trembler, mais lui donnai une légère tape d'encouragement. « Et nous allons tous l'écouter. » Mon frère fronça les sourcils, mon père se raidit sur sa chaise, et ma mère regarda, inquiète. Mais le garçon, trouvant peut-être du courage dans mon soutien ou simplement las de feindre, parla d'une voix étonnamment ferme. « Je ne veux pas suivre la carrière militaire. Je veux être astronome. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Je vis mon frère ouvrir la bouche, sans doute pour réprimander son fils, mais je pris la parole. « Et c'est un rêve formidable qui mérite d'être soutenu, » dis-je avec assurance. Pierre a un talent naturel pour les mathématiques et les sciences. Ce serait un gâchis de ne pas le développer. À ma grande surprise,
Mon père fut le premier à intervenir. Le garçon a le droit de choisir son chemin. Tous le regardèrent, stupéfaits. Il haussa les épaules, esquissant un sourire à peine perceptible. Le monde change. Nous devons nous adapter aussi. À cet instant, je compris que le cycle était brisé. L'expulsion que j'avais subie ne serait pas le destin de mon neveu. La douleur que j'avais endurée avait finalement servi à ouvrir une brèche dans les murs rigides de notre tradition familiale. Plus tard, alors que je prenais congé, mon père me tira à part. « Tu as fait ce qu'il fallait aujourd'hui », me confia-t-il sincèrement. « Je ne veux pas que Pierre vive ce que tu as enduré. »« Moi non plus, papa », répondis-je. « Personne ne devrait avoir à choisir entre être soi-même et avoir une famille. » Il baissa les yeux, le plus près possible d'une démonstration de regret. Parfois, il faut perdre quelque chose pour en comprendre la valeur. Et parfois, il faut se perdre pour trouver son vrai chemin, complétai-je. Rentrant dans mon appartement ce soir-là, regardant la ville illuminée par la fenêtre, je pensais à l'ironie de la vie. J'avais été expulsée pour avoir rejeté la carrière militaire et des années plus tard, j'utilisais les stratégies que j'avais apprises en observant mon père, discipline, planification, leadership, pour diriger mon propre empire. Latadi. Différence étant que je n'imposais pas ces valeurs à autrui. Dans mon entreprise, nous valorisions la diversité des idées, la créativité, la liberté de contester et de proposer de nouvelles voies. Nous avions créé une culture que j'aurais aimé trouver dans ma propre famille. Quelques jours plus tard, je reçus un appel de mon neveu. « Merci tonton », me dit-il, la voix embuée. « Papa m'a dit qu'il allait me soutenir. Il a parlé avec toi et a compris qu'il fallait changer. » Je souris, ressentant une émotion difficile à nommer. « Je suis heureux pour toi, Pierre. Et si tu as besoin d'aide pour intégrer une bonne université d'astronomie à l'avenir, compte sur moi. »« Tu es mon héros », répondit-il, avec la sincérité que seule une enfant peut avoir. Après avoir raccroché, je réfléchis à la manière dont certaines histoires demandent parfois plusieurs générations pour être réécrites. Mon expulsion, acte de rejet, né de la rigidité et de l'incapacité à accepter la différence, s'était transformé, des années plus tard, en semence d'un profond changement dans la dynamique familiale. Aujourd'hui, lorsque je repense au passé, je ne ressens plus la douleur aiguë de l'abandon. À sa place, il y a une compréhension mature que tout ce qui nous a conduits ici, moi, mes parents, mon frère, était enfermé dans des schémas préétablis, chacun tentant de naviguer du mieux qu'il pouvait avec les outils émotionnels dont il disposait. La différence, c'est que j'ai su briser ces schémas. L'expulsion, qui aurait dû me détruire, m'a libérée pour construire quelque chose de nouveau. Non seulement une entreprise prospère, mais une nouvelle manière d'exister, de me lier au monde, et finalement à ma propre famille. Si mes parents ne m'avaient pas mis à la porte cet après-midi d'avril, peut-être n'aurais-je jamais découvert ma véritable force. Peut-être me serais-je contentée de vivre en étouffant mes rêves, dans une frustration silencieuse, comme tant d'autres qui sacrifient leur essence pour appartenir. L'ironie ultime est que, en me rejetant pour ma différence, mes parents m'ont involontairement offert le plus beau cadeau qui soit, l'opportunité de découvrir qui j'étais vraiment, loin des attentes oppressantes et des modèles prédéfinis. Aujourd'hui, quand je visite la maison de mes parents, non plus en quête d'approbation, mais comme un homme qui a trouvé sa propre valeur, je sens que j'ai bouclé une boucle. Ce n'est pas une fin hollywoodienne de réconciliation parfaite, avec des larmes et des accolades chaleureuses. C'est quelque chose de plus réel, plus nuancé, avec ses aspérités et ses imperfections. C'est une paix bâtie non sur l'oubli du passé, mais sur l'acceptation qu'il nous a menés jusqu'ici. Un chemin où le garçon rejeté est devenu un homme capable d'étendre la main pour aider la famille qu'il avait un jour reniée, non par obligation ou par vengeance, mais par choix personnel. Et c'est peut-être là ce que signifie vraiment grandir. Comprendre que même les blessures les plus profondes peuvent se transformer en source de force, que l'abandon peut mener à la connaissance de soi et qu'il arrive parfois qu'il faille perdre une famille, pour construire, de ses propres mains, quelque chose de bien plus grand que ce qui a été laissé derrière.